Bonjour à toutes et à tous, excellente année, il y a encore temps pour nous de vous la souhaiter et bienvenue dans un nouveau cycle CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques. Deux mots pour revenir très rapidement sur les éléments qui ont pu être partagés depuis octobre 2020. Certains d'entre vous ont suivi tout un cheminement qui s'était basé sur 15 ans de recherche empirique pour finalement avoir une connaissance partagée sur les spécificités de ces modèles socio-économiques qui concernent tout le monde, car toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, face à la dimension et aux enjeux des transformations systémiques actuelles, finalement, sont en questionnement sur leur modèle. Le programme que nous avions organisé a permis, sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, avait notamment permis d'acculturer finalement sur la diversité des modèles pour permettre à chacun de se positionner, de se repérer et aussi de donner des éléments, des clés de lecture pour apprendre collectivement à en piloter la complexité autour d'un rythme et d'un rythme mensuel, un webinaire tous les 3e jeudis du mois que nous gardons cette année. Donc, quelques mots d'introduction pour cheminer ensemble pour un nouveau cycle en 10 escales. En 2022, le prisme sera celui des domaines d'action, qu'ils soient sociaux, économiques, sociétaux, environnementaux. Pour quel objectif? Pour finalement comprendre à la fois la diversité des modèles socio-économiques au sein des domaines et également de bien intégrer et d'avoir des éléments de lecture sur quelles articulations sont possibles entre acteurs, entre territoires au sein de ces domaines pour arriver à accélérer, à mettre en œuvre des solutions à la hauteur des enjeux qui nous dépassent tous, universels, de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. À chaque fois, vous aurez au sein de ces webinaires un élément de présentation des défis systémiques de ce domaine, éclairé par des modèles socio-économiques, par une diversité d'acteurs complémentaires que l'on vous présentera tout à l'heure, et sur une diversité d'échelons territoriaux. Donc, bienvenue à tous pour ce démarrage CAP 2030 sur la transformation numérique. Et merci à chacune et chacun de nos intervenants, la Croix-Rouge française, la Fondation Paideia, Numérique, l'Institut Mines Télécom et également le Fonds ODD 17 qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui. Charles Benoît, c'est à vous pour présenter le programme CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques. Bonjour à tous, bonne année, très heureux de vous retrouver cette année encore pour partager sur les enjeux de transformation des modèles socio-économiques. Rappelons les éclairages de 2021, nous avons cheminé sur les 3 piliers d'un modèle socio-économique, les richesses humaines, les financements, les alliances, en 12 étapes pour redécouvrir ce concept multifacette en action concrète. Nous avons aussi fait valoir la diversité de ces modèles socio-économiques parce que, bien évidemment, si nous ne comprenons pas la spécificité des modèles publics, des modèles financiers, des modèles économiques, des modèles de structure d'intérêt général, de l'ESR, du service public, si nous ne comprenons pas cette diversité, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les interactions que l'on peut inventer. Et ce fut tout l'enjeu du cheminement que nous avons fait ensemble l'année dernière. Et puis, troisième point, et peut-être le plus important, c'est finalement comment est-ce que cette vision par les modèles socio-économiques nous éclaire sur nos enjeux systémiques, tout domaine, tout acteur, tout territoire, et de la nécessité, bien évidemment, d'inventer des modèles socio-économiques qui ne font pas seulement que de pérenniser les structures, mais surtout qui articulent les structures entre elles et qui permettent à la fois de créer plus de valeur et plus de frugalité, puisque c'est l'enjeu, bien évidemment, de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Je rappelle que, bien évidemment, tous ces éléments sont accessibles à tous, en particulier les 12 webinaires que nous avons vécus, mais aussi tous les outils qui ont été faits. Et d'ailleurs, rappelons que finalement, les résultats 2021 sont autour de 3 éléments majeurs. D'abord, un savoir empirique pour agir ensemble. Je rappelle que selon la définition du Rameau, un savoir empirique, c'est à la fois un savoir qualifié à 360 degrés. Pourquoi? Comprendre la diversité du sujet, mesurer par des éléments concrets pour faire un état de lieu de où nous en sommes, et puis bien évidemment illustré par la diversité des acteurs pour permettre aux autres acteurs, aux organisations, aux territoires, aux institutions de se saisir
de ces questions des modèles socio-économiques. Le deuxième élément, c'est de pouvoir avoir construit tout au long de 2021, tous ensemble, une pédagogie qui va de la connaissance à la compétence et qui se traduit notamment par un parcours en 7 étapes pour redécouvrir les fondamentaux des modèles socio-économiques. Si vous avez 1 heure, 2 heures ou 12 heures, vous pouvez avoir un parcours qui vous y accompagne. Et puis le dernier point, c'est d'avoir pu mobiliser les acteurs de la recherche pour aller plus loin sur ces questions, que ce soit sur les modèles socio-économiques d'intérêt général avec l'IFMA, l'Institut français du monde associatif, ou que ce soit sur les modèles socio-économiques des territoires, notamment avec la chaire Interaction AgroParisTech, avec lequel nous travaillons sur cette question finalement des modèles socio-économiques systémiques territoriaux. Donc, nous avons 3 leviers complémentaires qui ont été mis en œuvre pour agir ensemble à la transformation de nos modèles. Et j'ai coutume de dire qu'à fin 2021, tout le monde a les armes pour pouvoir se confronter à la pérennisation de son modèle socio-économique et surtout à réfléchir ensemble sur les modèles socio-économiques en articulation les uns les autres. Et je vous annonce qu'en 2022, nous aurons, tel que nous nous étions engagés avec l'Observatoire des partenariats, en partenariat avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et le Fonds ODD 17, nous aurons la publication de la première étude d'impact systémique de l'ODD 17 que nous avons préparée au cours d'un programme 2018-2022 dont l'ensemble des résultats seront publiés tout au long de l'année 2022 avec un regard croisé chercheurs-praticiens pour justement permettre de faire de cette ODD 17 un élément extrêmement concret de notre capacité collective à réussir les défis de l'agenda 2030. Nous aurons, et c'est tout le programme de ces webinaires, nous avons proposé d'avoir une mise en application sur 10 domaines d'action pour se dire et pour pouvoir, avec des acteurs de référence qui réfléchissent sur chacun de ces domaines, de pouvoir réfléchir ensemble sur finalement, au-delà de la qualité de la consolidation de l'action de chacun, comment interagir entre tous pour incarner l'ODD 17 en pratique. Et alors, j'ai l'immense privilège, le grand honneur d'avoir à accueillir un invité surprise qui n'est autre que le premier et le seul ambassadeur digital des Nations Unies dont la mission est de promouvoir l'ODD, l'ensemble des ODD, bien évidemment. Et Elix, cher ambassadeur, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir à ce lancement de cycle. Et comme aime à le dire la représentante des Nations Unies en France, vous avez 2 gros avantages qui font de vous véritablement un lien commun de toutes les nations. À la fois, vous souriez face finalement à ces objectifs de développement durable dont nous avons finalement la charge de développer. Et puis l'autre gros avantage, c'est que vous ne parlez pas. Et comme vous ne parlez pas, eh bien finalement, vous êtes réellement universel et à tous les endroits du monde, eh bien, vous incarnez aujourd'hui cette conduite du changement que nous avons tous à faire. C'est un énorme avantage, cher ambassadeur, que vous ne parlez pas. C'est aussi un petit handicap pour dialoguer avec vous. Alors, vous avez décidé de nous faire un cadeau parce que vous teniez à témoigner néanmoins de l'importance d'agir ensemble sur cette ODD 17. Et puisque vous fêtiez vendredi dernier votre 10e anniversaire, eh bien, vous nous faites le cadeau de pouvoir nous offrir, non pas par des mots, puisque vous ne parlez pas, mais par des sons et par de l'image, cette capacité collective d'une renaissance mondiale, à la condition que nous nous mobilisions autour de l'ODD 17 et que nous fassions ensemble le pari de l'ambassadeur. Cher ambassadeur, la parole, ou plutôt l'image et le son sont à vous.
Merci, merci infiniment pour ce cadeau. Tous ceux qui ont eu la joie vendredi dernier d'être à votre 10e anniversaire ont pu vivre cette renaissance, cette vision croisée d'un artiste à l'Oculus et d'une violoncelliste grandiose pour justement nous faire revivre cette nouvelle renaissance, sans doute avec la force du digital. Cher ambassadeur, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et sans plus attendre, nous allons présenter les enjeux de la transformation numérique. Alors, pour relire un peu ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, mais plus particulièrement depuis une dizaine d'années, on peut voir que les trois dimensions du numérique touchent les trois leviers d'articulation de l'intérêt général. À la fois à travers l'usage, la gestion, c'est la capacité à avoir des outils de déploiement mondiaux comme nous n'en avions jamais eu auparavant. Et la crise de la Covid nous a montré à quel point cette capacité d'utiliser finalement les outils numériques était essentielle pour préserver notre lien commun. Le deuxième levier d'activation de l'intérêt général, c'est l'action collective transformatrice. Et on voit bien à quel point l'innovation, finalement, par le digital, est un élément absolument extraordinaire. Nous venons d'en avoir un exemple à travers le petit clin d'œil d'Elix. Et puis, bien évidemment, la vivre ensemble, sur lequel la transformation de notre lien commun est particulièrement incarnée par cette nouvelle dimension qu'est le digital. Et finalement, ce digital, c'est un outil qui n'est pas comme les autres, qui, aux côtés du droit et de la finance, s'est progressivement imposé pour structurer nos modes d'action. Alors, si on essaie de le relier à la réalité de terrain, on voit que les défis du numérique sont finalement de nombreux axes. À la fois les usages, à travers les solutions, les applications, les données, à travers les questions des équipements, que ce soit par rapport aux personnes fragiles, aux acteurs d'intérêt général, aux tiers-lieux, aux acteurs économiques, aux institutions, que ce soit à travers la formation des professionnels, que ce soit au métier du numérique, ou pour pouvoir permettre aux entreprises, aux associations, aux acteurs, et je pense notamment aux plus petits d'entre eux, de pouvoir se saisir du potentiel de cette digitalisation. Et puis, bien sûr, que ce soit au niveau de la fracture numérique pour pouvoir détecter les personnes qui sont en situation de fragilité numérique, de pouvoir, à travers des ateliers, les aider à pouvoir découvrir les fonctionnalités qui sont derrière et puis, bien évidemment, les accompagner dans leurs usages. Nous ne sommes pas tous égaux devant notre capacité à utiliser le numérique. Et je tiens à dire, et peut-être que nos amis de la Croix-Rouge française le souligneront aussi, on croit toujours que, quelque part, la fragilité numérique ne touche que les seniors, mais je crois que nous avons vu, durant la crise de la Covid, que nous sommes tous concernés, y compris les jeunes d'ailleurs, parce que de par leurs usages, ils peuvent avoir la capacité à utiliser les outils sans avoir à en utiliser l'ensemble des fonctionnalités, et notamment celles qui peuvent être essentielles à leur avenir. Et là, je crois que mon ami Hakim pourra en parler bien mieux que moi. Donc, on a finalement une diversité de défis sur lesquels les exemples de solutions sont extrêmement diverses. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est à la fois comment on consolide chacune de ces solutions innovantes, mais aussi comment est-ce qu'on invente une articulation globale qui reste, elle, totalement à inventer. Nous n'avons pas encore une approche systémique des enjeux digitaux. Alors, l'élément majeur, finalement, puisque nous posons la question, non pas de toutes les solutions, mais de la question des modèles socio-économiques, eh bien, ils nous permettent de réinventer trois choses qui sont sans doute essentielles. D'abord, sur une capacité à avoir une capitalisation partagée. Comment est-ce qu'on peut disposer des données, des outils qualifiés et Caroline de Numérique nous dira combien il est essentiel de ne pas être dans la bilatéralité open source et ou données privées. Peut-être que nous avons à inventer finalement des capitalisations de commun
par territoire ou par acteurs qui finalement, collèges d'acteurs qui ont tout intérêt à partager leur capitalisation pour accélérer la capacité à pouvoir agir. Bien évidemment, la question des solutions digitales, comment démultiplier les formats d'appropriation. Et là, quoi de mieux qu'une fondation qui est spécialisée sur les nouvelles pédagogies pour pouvoir nous en parler. Et puis, bien évidemment, de pouvoir savoir aussi comment est-ce qu'on peut, en proximité, accompagner les solutions émergentes pour pouvoir investir dans les projets et dans les solutions d'intérêt général au plus près des besoins des territoires et des acteurs d'intérêt général. Ça, c'est un élément essentiel sur lequel, depuis 2015, le Rameau s'est focalisé. Et on voit bien que toute cette dynamique-là, elle est absolument indispensable puisque finalement, comme aime à le dire notre ami Frédéric Bardot de Saint-Plon, le numérique, c'est à la fois le poison et le remède. Et que quelque part, c'est un formidable outil d'optimisation des moyens, de partage de la connaissance et de frugalité, s'il est encadré bien évidemment par un savoir légitime et une compétence de proximité qui permettent d'en adapter les standards aux spécificités des besoins, des actions et des acteurs locaux. Et avec une priorité bien évidemment, c'est que nous nous préoccupions en priorité des plus fragiles d'entre nous, que ce soit des personnes les plus fragiles d'entre nous, ou que ce soit des territoires les plus fragiles d'entre nous. Et cher ambassadeur Elix, je pense que c'est bien pour cela que vous rayonnez à travers le monde pour nous dire à quel point nous sommes tous dans la même nécessité d'inventer ensemble des solutions pérennes, durables et fraternelles. C'est peut-être ça le DD17 en pratique. En tous les cas, c'est ce que nous sommes convaincus que les modèles socio-économiques de demain doivent inventer. Alors, voilà ce que nous voulions dire par rapport à l'enjeu de cette transformation numérique qui est à la fois un enjeu technique, un enjeu social et peut-être encore plus un enjeu sociétal qui nous concerne tous. Merci Charles Benoît pour cette mise en contexte passionnante. Alors, je sens qu'il est l'heure de vous dévoiler finalement qui représente qui au sein de nos intervenants. On va avoir le plaisir d'entendre tout d'abord un acteur économique avec l'entreprise numérique, puis un acteur de renom dans le domaine de la solidarité avec la Croix-Rouge française, qui nous mettra en avant ses engagements au service de l'inclusion pour tous, bien entendu. Un acteur de l'innovation pédagogique avec la Fondation Paideia et un acteur de la recherche académique avec l'Institut Mines Télécom. Et là, chacun d'entre vous, vous allez à tour de rôle nous exposer en quelques minutes finalement quelle est votre vision des actions au sein de votre structure, comment ça s'incarne cette transformation digitale et comment elle se décline en termes de modèles socio-économiques, autant par rapport aux énergies mobilisées, aux richesses humaines, aux talents, que par rapport finalement au financement nécessaire et aux alliances stratégiques que vous mettez en œuvre. Pour ouvrir ce temps d'intervention, je vais inviter Caroline Alazard, directrice de Numérique, à nous dévoiler les spécificités finalement de la transformation digitale pour Numérique et un petit message à l'attention des participants. Sur cette phase d'intervention, je vous invite à poser directement dans le chat vos questions à l'issue de chacune des interventions. Et si certaines des questions ont un volet plus large, elles seront intégrées dans la seconde partie de la mise en débat finalement auquel on va assister. Caroline, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous et merci encore au Rameau pour cette nouvelle invitation dans votre cycle de webinaire. Donc, effectivement, par rapport à cette question sur les modèles socio-économiques, Numérique donc intervient dans le domaine du numérique et nous intervenons. L'enjeu que nous adressons est lié aux données.
Alors, pourquoi? C'est parce que ça n'échappe à personne que nous sommes face à des enjeux globaux, même si de toute façon, les traductions, les impacts sont très locaux et sont différents en fonction des spécificités des territoires. Il n'en demeure pas moins que les défis qui sont devant nous sont systémiques, que nous sommes tous interdépendants face à des défis complexes. Et je retire de mes 20 ans dans le numérique, 20 ans si ce n'est un peu plus, que finalement, agir individuellement ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Pourquoi? Parce que la question principale, selon nous, c'est la question de l'habitabilité du monde. L'habitabilité du monde, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont nous vivons dans nos lieux de vie. Et finalement, ça recouvre toutes nos interactions entre nous, mais aussi avec notre environnement naturel et notre environnement matériel. Et si on veut améliorer cette habitabilité compte tenu des enjeux climatiques, écologiques, sociaux qui sont face à nous, il est clair qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Et pour ça, on a besoin, toute la société, tous les acteurs socio-économiques ont besoin de monter en compétences. La chance que nous offre le numérique, c'est que toutes ces interactions qui sont finalement le fruit de notre habitabilité du monde, toutes ces interactions, elles sont traduites aujourd'hui en données et de plus en plus parce qu'on est entré dans une société informationnelle. Et ça, je pense que Francis Jutan nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et donc, cette montée en compétences, elle est possible, elle est souhaitable, mais elle est possible si on partage la donnée et si on coopère pour partager ces données et produire de la connaissance qui pourra nous ouvrir de nouveaux potentiels d'action. Donc, c'est vraiment l'enjeu qui est adressé par Numérique, faire monter, contribuer au fait que tous les acteurs socio-économiques puissent monter en connaissance en partageant la donnée. Hop, il y avait un petit décalage dans l'ordre des slides. Donc, la mission qu'on s'est fixée dans ce contexte, c'est d'activer des territoires d'intelligence collective. Ça veut dire qu'on a bien mis au cœur de notre mission cette alliance, ces interactions entre tous, dont nous a parlé Charles Benoît en introduction. Et ces territoires d'intelligence collective, qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre déjà le terme territoire, il faut le prendre dans un double sens, à la fois le territoire géographique, l'espace géographique, mais aussi le territoire d'une activité, un domaine d'activité. Et derrière ce terme d'intelligence collective, il y a le fait qu'une communauté d'intérêt va se donner une mission, une ambition commune, et qu'elle va décider de partager de la donnée pour produire une connaissance qui va lui servir à adresser cette ambition commune. Donc, nous, numérique, ce que nous facilitons la coopération par les données au sein de ces communautés d'intérêt. Et pour cela, on va délivrer des méthodes et des outils pour le co-design, la coproduction et la co-gouvernance de communs numériques de données. Alors, il y a beaucoup de mais parce que ça nous paraît absolument essentiel, on ne peut pas travailler sur, je dirais, l'interaction entre tous, la production de connaissances, si on n'implique pas les acteurs dans la conception, mais aussi dans la façon dont ils vont recevoir ce qu'ils vont coproduire et comment ils vont pouvoir aussi le gérer au quotidien. Donc, concrètement, on va nous délivrer des modèles opérationnels de gouvernance de communs numériques, des modèles de création de valeur économique et sociétale en réseau, parce que bien évidemment, à partir du moment où on est dans la co-construction, coproduction, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un autre regard sur la valeur. Cette valeur, elle est à la fois économique et sociétale, mais elle doit être créée ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est un gâteau qu'il faut partager, même si j'aime pas l'image du gâteau, mais un gâteau qu'il faut partager en plus de parts. Mais c'est comment ensemble on peut augmenter ce potentiel de création de valeur économique et sociétale, et comment ensuite on peut se le partager avec un principe de réciprocité qui recouvre, je dirais, à la fois en amont
une comptabilisation des contributions des uns et des autres pour qu'elles ne soient pas déséquilibrées et une traçabilité de la valeur pour que cette valeur soit véritablement bien partagée. Alors, c'est vrai que dans un deuxième temps, il va falloir travailler sur l'interconnexion de ces communs, sur l'articulation globale entre le micro, le mezzo et le macro. Et c'est là où je rejoins complètement Charles Benoît quand il dit qu'un de nos défis, c'est comment on consolide et on articule tout ça, en fait. Voilà. Et nous, très concrètement, dans notre activité, ça va être un de nos prochains sujets. Alors, pour répondre à votre question sur la spécificité de notre modèle socio-économique, déjà, on a un socle qui est que nous sommes une SIC, une société coopérative. C'est un choix qu'on a fait. Moi, j'ai été une start-upeuse il y a quelques années avec un modèle de start-up très classique. J'en ai tiré un certain nombre d'enseignements et donc j'ai fait ce choix de passer en société coopérative avec une lucrativité limitée et une gouvernance partagée. Nous travaillons en archipel, c'est-à-dire que nous avons associé plusieurs acteurs qui viennent de structures différentes avec leurs compétences pour pouvoir justement mobiliser des compétences pluridisciplinaires. Parce qu'évidemment, quand on travaille sur des communs numériques, ça fait appel à des compétences en design, en sciences de gestion, en juridique, en technologie de l'information. Donc voilà, pour nous, la pluridisciplinarité, elle est essentielle. Et il y a un deuxième point qui est effectivement très, très important, c'est l'alliance avec le monde académique et l'Institut Mines Télécom, représenté aujourd'hui par Francis Jutan. C'est qu'à partir du moment où on veut passer l'échelle, il faut que les modèles soient robustes. Donc, nous, on va expérimenter, je dirais, dans le cadre de nos activités de conseil, les activités numériques, on va expérimenter, on va développer ces modèles. Mais à un moment, si on veut qu'ils soient pris en main le plus largement possible, il faut aussi que le monde académique puisse les renforcer, les consolider et qu'il y ait bien une synchronisation entre le travail des chercheurs et ce qui est fait sur le terrain. Et c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de l'Institut Mines Télécom et une chaire de recherche-action dédiée au commun numérique et à un modèle qu'on a appelé l'économie circulaire des données. Cette chaire de recherche-action donc est en cours de lancement, avec un lancement officiel qui aura lieu au début du deuxième trimestre de cette année, auquel vous serez cordialement invités. Et donc, on va allier recherche académique et expérimentation de terrain dans le cadre de cette chaire de recherche-action créée par l'Institut Mines Télécom en association avec Numérique. Pour conclure, je dirais que notre modèle économique, c'est un modèle économique, je dirais, de conseil, de fourniture d'outils. Bien évidemment, comme toute jeune société, on a eu besoin de soutien. Parce que l'entrepreneuriat ne doit pas être réservé uniquement à ceux qui disposent de fonds personnels. Et c'est là où le fonds EDD 17 nous a aidé à démarrer et à impulser notre activité. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on est, je pense, complètement dans l'EDD 17 puisqu'on a mis les interactions et les alliances au cœur de notre activité. Et on se l'est appliqué aussi à nous-mêmes, je dirais, dans notre fonctionnement interne. Merci Caroline. Juste merci beaucoup Caroline pour ton intervention. Non, si on peut laisser sur ce slide-là un instant. Je crois qu'il y a un quatrième élément qui n'est pas sur ce point-là, mais qui a été au cœur de la réflexion de la mission ministérielle que j'ai eu le plaisir de copiloter avec la députée Cathy Racon-Bouzon, c'est la question du droit. C'est-à-dire que quelque part, il est absolument indispensable de travailler sur le droit d'alliance. Et c'est tout l'enjeu de la proposition de loi sur le droit d'alliance d'intérêt général qui a été déposée en février de l'année dernière à l'Assemblée nationale parce qu'elle qualifie aujourd'hui quels sont les freins concrets au-delà du partage des données pour que associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs académiques de statuts différents puissent expérimenter ensemble. Et on a à la fois besoin d'outils digitaux tels que sont en train de le construire pour le partage des données numériques. Et on a de l'autre côté besoin d'un droit qui permette de consolider le fait que des expérimentations de terrain, d'intérêt général, puissent être protégées juridiquement.
Et l'un et l'autre sont les deux piliers extrêmement essentiels. Et c'est vraiment ce qui ressortait de la mission ministérielle que nous avons conduite si nous voulons réellement faire de cette ODD 17 en pratique une réalité de terrain entre acteurs de statuts différents. Tout à fait, Charles Benoît. Et d'ailleurs, ces communs numériques de données, ce partage de connaissances s'adresse à des acteurs publics, à des acteurs privés et aux citoyens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le numérique fait exploser toutes les frontières et que de toute façon, ces trois acteurs-là sont obligés de coopérer. C'est essentiel pour adresser nos enjeux systémiques. Merci beaucoup encore pour ce regard très intéressant, Caroline. On va maintenant écouter Pauline Lebas, de la Croix-Rouge française, qui est chargée de mission innovation sociale au sein de la direction de l'innovation et qui va nous dévoiler finalement de quelle manière l'inclusion numérique est un enjeu et un sujet adressé et qui mobilise la Croix-Rouge française. Pauline, on vous écoute. Bonjour à tous et merci beaucoup aux équipes du Rameau pour cette invitation à participer à cet échange passionnant avec vous. Je vais commencer cette intervention tout simplement par le constat de la fracture numérique en France et avec les derniers chiffres qui ont été publiés par le CREDOC à travers leur étude sur les usages du numérique des Français en 2021. Ce baromètre, il nous permet de remettre un chiffre actualisé sur la situation de la fracture numérique en France aujourd'hui qui concerne encore 35% de la population dans le contexte que vous connaissez, qui est un contexte de dématérialisation croissante. Alors des démarches administratives d'une part, mais plus généralement des démarches du quotidien pour accéder à ces démarches de santé, pour pouvoir suivre la scolarité de ses enfants, pour pouvoir accéder à l'information. C'est devenu évidemment des outils essentiels au quotidien et 35% des Français éprouvent encore des difficultés pour les utiliser. Parmi ces 35%, on a des difficultés d'accès au matériel, à la connexion. On a également des difficultés d'usage qui relèvent du besoin de monter en compétences pour pouvoir pleinement profiter du potentiel des outils numériques. Partant de ce constat, la Croix-Rouge française qui agit pour protéger et pour relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité a décidé de se doter d'une nouvelle ambition en matière d'inclusion numérique pour pleinement intégrer cette nouvelle forme d'accompagnement et cette nouvelle forme de fragilité dans les activités de l'association. Cette nouvelle ambition, elle se décline à travers un programme national d'inclusion numérique qui se veut vraiment à 360 dans le sens où ce programme va être déployé dans tous les territoires où l'association a un ancrage, y compris dans les territoires ultramarins. C'est aussi un programme qui se veut porter à l'ensemble de l'association. La Croix-Rouge française, c'est un réseau bénévole, c'est plus de 65 000 bénévoles dans toute la France et plus de 1000 implantations locales de notre réseau bénévole. C'est aussi un réseau salarié. La Croix-Rouge française dispose d'environ 450 établissements dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Ça représente 17 000 salariés de la Croix-Rouge française. Et l'ambition, c'est vraiment de déployer ce programme d'inclusion numérique dans l'ensemble de notre réseau. L'ambition, c'est également d'apporter cet accompagnement à l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit nos propres volontaires, bénévoles ou salariés, que ce soit les personnes qu'on accueille et qu'on accompagne, ou encore pour les familles et l'entourage de ces personnes pour permettre vraiment un accompagnement complet et une montée en compétences de toutes les parties prenantes de l'association. Et enfin, ce programme, il vise à répondre aux deux grands enjeux de l'inclusion numérique. D'une part, les difficultés d'accès et les difficultés d'usage. Et pour ce faire, on a déployé 4 types d'activités que vous retrouvez sur cette slide. 2 activités qui sont sur la gauche qui visent à traiter la problématique de l'accès et 2 activités en matière d'usage et de montée en compétences. Pour ce qui concerne l'accès, la Croix-Rouge française développe des points d'accès numériques dans ses structures pour permettre un accès ponctuel aux personnes qui ont besoin d'accéder ponctuellement à une imprimante, à une connexion Internet, à un ordinateur, en étant accompagnés par un bénévole ou par un salarié de la Croix-Rouge française s'ils ont un besoin d'accompagnement, ou potentiellement pour un usage en complète autonomie si c'est des personnes qui maîtrisent l'usage mais qui ont simplement une problématique d'accès.
La deuxième activité, c'est une activité de distribution et de dotation directe en équipement. On a commencé en 2020 grâce à une opération en partenariat avec un opérateur téléphonique qui nous a permis de distribuer des forfaits téléphoniques et des téléphones aux personnes que l'on accompagne. L'ambition, évidemment, c'est de pouvoir aller plus loin et de pouvoir demain également doter les personnes que l'on accompagne en ordinateur et potentiellement en tablette. En ce qui concerne l'accompagnement des usages, deux éléments. Un accompagnement par des bénévoles ou des salariés experts de la médiation numérique, et je vais revenir dessus dans un instant. La Croix-Rouge française va notamment pouvoir s'appuyer sur 80 conseillers numériques France Service, qui vont être des médiateurs complètement dédiés aux activités d'inclusion numérique qui vont arriver dans son réseau pour les 18 prochains mois. Et un dernier pilier, qui est là un pilier plutôt de sensibilisation de l'ensemble de nos volontaires, bénévoles et salariés, pour que demain, ils puissent tous intégrer ce qu'on va appeler des coups de pouce numériques dans leur pratique du quotidien et qu'ils puissent aider les personnes que la Croix-Rouge accompagne à débloquer des petites situations du quotidien, accéder à une boîte mail quand on a perdu son mot de passe, ouvrir une visio pour discuter avec ses enfants quand on est résident d'un EHPAD, qui puissent intégrer ces petits coups de pouce qui peuvent débloquer des situations et avoir un impact considérable sur les personnes qu'on accueille. Les ressources humaines pour rendre ce programme possible, elles sont de trois types. Comme je vous le disais, évidemment, les conseillers numériques France Service qui vont être au nombre de 80, déployés dans plus de 60 départements en France, qui vont être véritablement les experts et les ambassadeurs de la médiation numérique dans le réseau de la Croix-Rouge française, puisqu'ils vont être en CDD pendant les 18 prochains mois et complètement dédiés à l'identification et à l'accompagnement des publics qui ont des besoins en matière de montée en compétences sur les usages numériques de base. La deuxième population qui va porter ce programme, ce sont nos bénévoles, spécifiquement nos bénévoles aidants numériques qui sont eux-mêmes en maîtrise des outils numériques et qui ont envie de porter cet accompagnement, de développer des ateliers numériques, des permanences numériques, de l'accompagnement individuel pour faire monter en compétences les différentes personnes qui en auront besoin. Et enfin, la troisième population qui va être mobilisée pour ce programme, c'est toutes nos ressources de coordination dans les territoires. Ce sont les managers des conseillers numériques qui vont s'assurer que leur activité va pleinement s'inscrire dans les activités existantes de l'association, que les conseillers numériques vont pleinement s'intégrer dans les équipes et intégrer leur capacité d'accompagnement dans les activités de la Croix-Rouge pour vraiment garantir un accompagnement global des personnes et que le numérique soit pleinement intégré dans un parcours d'accompagnement plus global. Et enfin, au niveau de la coordination, une équipe au niveau national, au campus de la Croix-Rouge française, qui permettra aussi d'assurer un accompagnement métier des conseillers numériques et des bénévoles aidants numériques, et également d'imaginer les pistes de collaboration, les alliances avec des acteurs qui pourront permettre d'enrichir le programme. Ce qui me permet de faire le lien sur les alliances qui rendent ce programme possible aujourd'hui. On a 3 types de partenariats. Évidemment, des partenariats institutionnels avec la Banque des Territoires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui coordonne au niveau national le dispositif des conseillers numériques France Service, mais aussi dans chaque territoire, les préfectures qui sont en charge d'animer la dynamique territoriale des acteurs de l'inclusion numérique et qui vont permettre à nos conseillers numériques, à nos équipes bénévoles, de rencontrer les autres acteurs du territoire et de travailler tous ensemble en bonne intelligence pour assurer un bon maillage territorial, une bonne détection et des parcours d'accompagnement complets pour les personnes qui sont en situation de fracture numérique. Nous avons également des partenariats avec des acteurs privés qui ont soutenu l'association à travers des dons en nature d'équipements informatiques, à travers du mécénat de compétences ou encore à travers des dons financiers qui permettent à ce programme d'exister et de pouvoir voir le jour en 2022. Et enfin, une dernière catégorie d'alliances et de partenariats avec des acteurs de l'inclusion numérique, dont certains qui étaient mentionnés sur vos slides. Effectivement, le groupe La Poste, Emmaüs Connect sont des acteurs avec qui on travaille dans une logique d'ingénierie de projet, d'ingénierie pédagogique pour mutualiser nos ressources et faire en sorte que nos programmes d'inclusion numérique respectifs puissent se nourrir et travailler en complémentarité dans les territoires. Je termine avec le modèle économique de ce programme en termes de situation juridique. La Croix-Rouge française est une association loi 1901 unique. Donc, il y a une seule structure juridique pour l'ensemble des antennes de la Croix-Rouge française. Le modèle économique de ce programme, aujourd'hui, il tient grâce à plusieurs sources de financement.
un financement qui vient des pouvoirs publics dans le cadre de France Relance et qui va notamment financer l'arrivée des conseillers numériques France Service, des financements qui viennent des fonds propres de la Croix-Rouge qui a véritablement souhaité s'investir et investir ses fonds propres sur ce dispositif qui est particulièrement important pour elle dans les prochaines années. Et comme je vous le disais, des financements partenariaux acquis qui permettent de lancer le programme dans les prochaines semaines. L'enjeu de la Croix-Rouge, évidemment, c'est de travailler sur la pérennisation de ce modèle économique, au-delà du financement France Relance. Que se passera-t-il dans 18 mois à la fin de ce financement? On travaille évidemment main dans la main avec la Caisse des dépôts et des consignations pour commencer à imaginer la suite de ce programme des conseillers numériques France Service et plus globalement pour travailler sur les modèles économiques qui peuvent être imaginés autour des activités d'inclusion numérique. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation extrêmement stimulante, multigénérationnelle et qui pourra bien sûr être élargie ensuite. Justement, je parlais bien de multigénérationnel par rapport à toutes les populations fragiles qui sont concernées par ce besoin d'inclusion de médiation numérique parce que notre prochain intervenant, Hakim Alouche, qui dirige le fonds de dotation Paideia Éducation, lui s'intéresse plus particulièrement à la population des jeunes et à la manière dont finalement le numérique peut contribuer à proposer de nouveaux formats d'innovation et être un véritable vecteur d'égalité des chances. Hakim, je vous laisse la main et je vous laisse la main pour vos minutes d'intervention. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous dire peut-être 2 mots de Paideia. Paideia est un fonds de dotation qui a été créé il y a à peu près 3 ans. Et notre objectif, c'est de contribuer avec d'autres acteurs, notamment l'éducation nationale, à réduire le décrochage scolaire et universitaire. Et je pense que tout le monde sait que notre pays est malheureusement très mal classé dans les différentes évaluations PISA en ce qui concerne les inégalités socio-scolaires. Alors, comment est-ce qu'on souhaite contribuer à réduire ce taux de décrochage qui est très élevé et qui touche de plein fouet des segments entiers de la population? On a imaginé 4 objectifs intermédiaires. Améliorer la capacité de travail des élèves, éclairer le sens de l'apprentissage et la motivation, évidemment lutter contre l'autocensure, et puis un enjeu majeur, celui du développement de l'esprit critique. Alors, ce n'est pas des choses faciles du tout, mais on a décidé de cibler notre travail et de l'organiser dans le cadre d'une expérimentation. On a donc essayé de savoir quels étaient les endroits de France qui ne vont pas bien, et il y en a quand même un paquet. Et on a pour cela mélangé plusieurs cartes. Alors, il y a une première carte qui est celle que vous voyez ici à l'écran du CEREC qui présente les risques sociaux liées aux inégalités scolaires. Vous en avez une autre qui est celle de l'INSEE qui présente la variation du PIB entre les régions, puisque si on a un PIB relativement positif à l'échelle nationale, le taux n'est pas du tout le même d'une région à l'autre. Évidemment, en Île-de-France, il est très élevé, mais dans des territoires plus éloignés, il peut être négatif. Et donc, en comparant l'ensemble de ces cartes, on est arrivé à une académie, l'Académie de Besançon. Et à l'intérieur de cette académie, vous voyez, il y a une zone qui se détache de manière assez forte, le département de la Haute-Saône. Alors, les gens de Haute-Saône avec lesquels je travaille ont une petite boutade. Ils disent que c'est le seul département hexagonal sans autoroute. C'est aussi pour vous dire, au-delà de la boutade, la réalité de l'isolement. Et on a décidé donc de rentrer dans ce département et de travailler avec ce public-là parce qu'on s'est dit qu'ici, on allait avoir un besoin social assez prégnant. Alors, notre accompagnement, il est évidemment numérique. Je suis désolé, le tableau peut paraître un petit peu complexe, mais il est aussi en présentiel parce qu'on parle depuis le début de ce webinaire de l'importance du numérique et ce n'est pas nous qui allons le contester, mais le numérique n'est pas autonome, il n'est pas autoportant. En tout cas, quand on doit s'adresser à des publics en fragilité sociale ou à des territoires qui sont éloignés, la présence humaine est absolument fondamentale. Et donc, il s'agit de trouver un modèle d'hybridation entre numérique et présentiel. Alors, nous avons décidé de finalement faire gagner du temps
aux communautés éducatives, puisqu'on a fait pas mal d'enquêtes auprès d'elles pour savoir quels étaient leurs besoins. Et elles, leur besoin, c'est de gagner du temps et de gagner en capacité à bien cibler les problématiques des élèves et du coup à les accompagner au mieux. Alors, je ne sais pas si dans le webinaire, il y a des gens qui ont enseigné ou qui connaissent des enseignants, mais l'une des premières douleurs de l'enseignant, c'est la liste et le tas de copies à corriger, où on se retrouve avec 100, 200, 200 copies, etc. Et on a l'impression finalement qu'on n'adresse pas l'essentiel de son temps aux personnes qui en auraient le plus besoin. Donc, on a décidé d'utiliser le numérique pour répondre à ce besoin de gain de temps et de cibler les problématiques scolaires. On a créé donc une application qu'on a appelée Naboo pour le petit nom, et Naboo permet à l'élève de faire tout un tas d'activités, se cultiver, développer sa méthodologie, évidemment réviser ses cours, et puis s'évaluer et progresser à son rythme. Mais au-delà de cela, on s'est dit, bon, finalement, toutes ces choses-là, elles existent déjà en présentiel, elles ont déjà été également développées. Alors, attendez, hop, je crois qu'il y a une petite partie peut-être qui doit manquer dans la présentation, mais on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin et regarder quelles étaient là où l'école peut-être n'a pas encore eu le temps ou n'a pas encore les moyens d'adresser des réponses un peu spécifiques, notamment sur le numérique. Et là, en échangeant avec les différents collègues dans les lycées partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme enjeu de la pensée critique, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment adressé par l'éducation nationale. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait une vraie problématique sur le suivi et l'accompagnement personnalisé des élèves, notamment ceux qui ont le plus besoin. Et puis, il y a un énorme enjeu autour de l'orientation. Et sur ces trois dimensions, pensée critique, orientation, suivi de la progression de l'élève, on a développé des outils qui sont totalement numériques et qui permettent justement de lisser, d'améliorer la visibilité et puis surtout de permettre à l'élève de voir où est-ce qu'il en est dans sa propre progression. On est en train de développer une logique qui est différente de la logique éducation nationale, qui n'est pas concurrente, qui est parallèle. La logique de l'éducation nationale, c'est de suivre un programme, de passer les examens nationaux et puis ensuite de passer à l'étape suivante. La logique qu'on essaye de développer, c'est de retenir quelques grandes thématiques, comme je vous l'ai dit, orientation, pensée critique, acquisition méthodologique, et de vérifier que sur chacune de ces thématiques, l'élève progresse. Et progresse réellement et se voit progresser. Alors, je vais être assez rapide sur le modèle économique et le type d'alliance professionnelle qu'on a lancé. Alors, j'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par là. Nous, le modèle économique, il doit tenir dans un argumentaire, et cet argumentaire, il a pour thèse principale que l'accompagnement qu'on doit proposer doit coûter moins cher qu'aujourd'hui le coût de l'échec. Et le coût de l'échec, c'est par exemple une année de redoublement. Alors, le redoublement n'est pas systématiquement un échec, mais c'est aussi une année de décrochage, etc. On a estimé, l'éducation nationale d'ailleurs a estimé le coût de redoublement ou d'une réorientation à 11 000 € par an. Et donc, le programme que nous développons au sein de PAIDEA a pour objectif d'avoir un coût bien moindre à celui-là. Alors, à l'échelle plus macro, le cabinet BCG, que vous connaissez probablement, lui, a estimé le coût de l'échec scolaire à 230 000 € par personne. On compte à peu près 100 000 décrocheurs tous les ans en France, donc ça, c'est un effet flux. Donc, je vous laisse imaginer l'effet stock sur quelques années de lycée. Et puis, vous avez aussi d'autres organismes, par exemple le think tank Terra Nova, qui avait lui estimé en 2014, les chiffres doivent être, à mon avis, peut-être réévaluer le coût de l'échec scolaire en France à 24 milliards d'euros. Voilà, donc on essaye d'apporter par le numérique des solutions nouvelles, avec cette idée que ça doit coûter moins cher, donc on vraiment se positionne dans la logique de l'investissement social. Et pour cela, alors, ce qui nous aide à maîtriser les coûts, c'est principalement deux choses. D'une part, un fort partenariat avec l'éducation nationale, puisqu'on essaye vraiment à chaque fois de vérifier que le besoin adressé par les équipes éducatives soit le mieux traité
de la meilleure manière possible. Et puis la deuxième chose, c'est une série d'alliances qu'on a nouées avec un certain nombre de partenaires, notamment dans le monde culturel, pour tout ce qui est accompagnement et médiation culturelle, donc le Louvre, la Réunion des musées nationaux, etc. L'ensemble de ces partenaires travaillent déjà sur les sujets de médiation. Ils ont déjà développé des programmes. Et nous, notre volonté, c'est que tous ces programmes sortent d'un certain cercle de confidentialité. Et donc de capitaliser finalement sur le travail qui a déjà été fait. Quand par exemple une œuvre a déjà été fichée pour présenter à un lycée ou à un groupe d'élèves, eh bien nous on va la récupérer et on va la mettre dans notre plateforme numérique. Et comme cela, on peut être sûr que ce travail qui a pu être fait il y a peut-être 5 ans, eh bien reste d'actualité et puisse être diffusé à un large nombre d'élèves, y compris à des élèves qui ne sont pas du tout de cette région. Donc voilà comment est-ce qu'on conçoit le numérique. C'est vraiment pour nous un outil, c'est pas une finalité en soi, c'est vraiment une modalité de capitalisation majeure et de développement des nouvelles questions pédagogiques. Merci, merci pour cet éclairage très intéressant, Hakim. Pour l'ensemble des participants, les éléments dont parlait Hakim figurent en annexe de ce support, donc tout le monde pourra prendre connaissance des détails après le webinaire. On va parler on passe d'un enjeu à un autre enjeu, puisque finalement, Hakim, vous avez mis en avant tout ce qui concerne l'impact et comment contrecarrer un peu l'échec scolaire. Et là, je vais au contraire passer la parole à Francis Jutan, qui œuvre au service de l'excellence en tant que directeur général adjoint de l'Institut Mines Télécom. Et Francis, donc je vous invite à nous partager finalement à la fois votre vision des enjeux notamment que vous connaissez, la manière dont votre établissement contribue à les adresser, ces enjeux, avec quel modèle socio-économique. Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas préparé de transparent, donc on peut peut-être se mettre en plein écran pour pouvoir communiquer. Merci. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment impressionné par la richesse et la dynamique qui ressort de ces présentations qui ont été faites. Sincèrement, et merci au Rameau de cette invitation, il y a de quoi, je pense, être optimiste. Donc, en quelques mots, l'IMT, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs et de management qui dépend du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, et vous verrez que ça a de l'importance. Et donc, avec des activités de formation de ces ingénieurs et managers, de recherche à la fois académique et partenariale avec les entreprises, et d'innovation et des missions d'ensemble de soutien au développement économique. Alors, nous travaillons sur quoi? Nous sommes à la convergence, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui les transformations du numérique, de l'industrie et de la transition écologique. Et nous avons les capacités de travailler sur ces 3 composantes et leur interaction. Et c'est fondamental aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer la société, de pouvoir travailler sur ces interfaces. Nous travaillons aussi sur le domaine de la santé numérique. Donc, concernant le numérique qui nous intéresse aujourd'hui, pour moi, ça fait près de 45 ans que je travaille dans le numérique et nous avons commis avec quelques partenaires comme Verdier, Stigler, qui avait introduit cette notion de pharmacon, notamment, je dis ça pour Charles Benoît, sur un livre qui maintenant en 2013 s'appelait La métamorphose numérique, puisque ce n'est pas une révolution numérique qui s'opère, mais c'est une véritable métamorphose civilisationnelle qui est en train de s'opérer. Dans cette métamorphose, on a eu les prémices, on est dedans, c'est déjà bien enfoncé, mais on vit une deuxième phase qui est une phase de convergence entre, pour simplifier, ce qu'étaient les télécoms, ce qu'on appelle le cloud, pour une raison technique de mobile 5G, on a aujourd'hui une forme de fusion, donc et c'est notre commissaire européen qui le dit, une réécriture complète à faire de notre système d'information et de communication. Ça alimente effectivement nos chercheurs, nos formations, les compétences à former. Donc nous sommes dans une période de grande transformation. La deuxième chose, et c'est le sens de cette métamorphose, c'est que le numérique transforme absolument tous les secteurs d'activité, que ce soit les secteurs économiques, de l'industrie, des services, de l'agriculture, des ressources naturelles et toutes les autres fonctions de la société. Et du coup, d'ailleurs, cette pervasion
de cette diffusion du numérique dans la société pose des problèmes de complexité, de sûreté, de sécurité, de cybersécurité qu'il faut aussi adresser. Et la troisième chose qui a été mentionnée par Caroline, c'est que tout cela, ça produit des données. On crée une forme avec l'ubisphère de communication, partout on peut communiquer, rentrer en communication, eh bien il y a une sphère de données qui se construit et il faut être capable de maîtriser cette sphère de données et utiliser son énorme potentiel. Et c'est l'objet notamment de la chaire sur l'économie circulaire des données que nous sommes en train de créer. Donc, si on prend à la suite de Charles Benoît, si on regarde qu'est-ce qui est caractéristique aujourd'hui, la première chose et ça ressort aussi de partout, la première trait de cette civilisation qu'on va construire, c'est la coopération. Le numérique permet de diffuser, d'accéder à des connaissances, de diffuser, d'interagir. On rentre dans l'ère des connaissances et de la coopération. La deuxième chose, c'est que le numérique, d'ailleurs, qui affecte, c'est la première grande métamorphose qui affecte autant les aspects cognitifs, eh bien, l'humain va être remis au centre. Le problème du sens, il nous est posé par nos étudiants aujourd'hui, il est posé par tous les étudiants, les élèves partout. Et le problème de l'engagement, peut-être presque de la spiritualité, se pose. Qui on est, où on va, ça devient prégnant. Et les entreprises commencent à bien s'en rendre compte parce que nos élèves finissent par choisir en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. La troisième chose, c'est qu'avec ce numérique, on va créer une forme de double, du double de notre société, du double des entreprises, du double des personnes. Et tout ça est à gérer. On parle de métavers, qui est un de ces éléments de ce double. Donc, il va falloir prendre en compte tout cela. Le quatrième point, je l'ai juste abordé sur la complexification. On a une complexité. La coopération est une forme de prise en compte de cette complexité, mais aussi de la complexité, c'est aussi générateur d'incidents, d'accidents. Et il faut effectivement travailler à la résilience de cette société que nous construisons. Je ne vais pas parler de la crise d'aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Le quatrième point, je l'ai abordé, c'est une société de compétences. Donc, il faut former en formation initiale, mais former aussi tout au long de la vie. On le répète depuis 20 ans, mais là, ça vient. Et puis, c'est un point que je souligne, qu'a introduit Charles Benoît, cette idée de l'innovation, mais aussi de la capacité à généraliser ces innovations. Bettina Laville en a parlé, Charles Benoît en parle, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Si on passe maintenant à comment est-ce que l'on travaille à tout ça, notre but, c'est d'être une forme, c'est de développer un certain nombre de visions, d'être une forme de creuset, en même temps de moteur et de catalyseur dans les écosystèmes dans lesquels on intervient. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur, c'est effectivement un catalyseur pour le développement de la société, que ce soit nos écoles d'ingénieurs, les universités, les IUT, les lycées, etc. Tous les centres de formation sont des catalyseurs. Alors, on travaille beaucoup avec nos étudiants. Nos étudiants, au début, ça a été des étudiants, donc ils étaient censés apprendre. Après, on est passé par une phase où ils sont devenus des clients. Et maintenant, on leur dit, vous êtes des partenaires, on co-construit avec vous les choses. Par exemple, sur la transition écologique, on va travailler avec eux sur des contenus communs à développer. Et ces étudiants aussi sont des excellents vecteurs de l'innovation, de la transformation, parce qu'ils travaillent avec les entreprises pendant leur formation. On travaille avec les entreprises et eux. Et ensuite, ils iront dans les entreprises apporter des compétences nouvelles. Le troisième point, c'est que nous avons un modèle, je dirais, public-privé, au sens où on reçoit de l'État des subventions très importantes, qui représentent à peu près aujourd'hui 62% de notre chiffre d'affaires, et 38%, ce sont des ressources compétitives qu'on va chercher, et notamment beaucoup avec les entreprises, mais aussi tous les programmes divers de financement. Et ça donne aussi un certain nombre d'obligations. On ne peut pas ronronner dans notre coin de ce point de vue-là. Le quatrième point que je voudrais souligner, c'est que nos écoles sont partout dans les territoires, parfois dans des métropoles, parfois dans des villes plus petites, et ça va dans le sens de l'histoire. Et une de nos missions, c'est aussi apporter sur l'échelle la dynamique entre le local, le régional,
ce qui se passe au niveau national, européen et international. Et c'est très important à la fois de travailler le régional, le haut près, et en même temps de faire circuler tout ça. Le cinquième point, et peut-être que j'en terminerai par là pour être concis, c'est cet effet de catalyse. On voit qu'on essaie d'être au centre de beaucoup de création de communautés d'intérêt entre des entreprises, des associations. C'est ce qu'on veut faire aussi dans la chaire dont parlait Caroline. Pour jouer ce rôle de catalyse, il faut que les gens aient envie de venir. Nos campus sont des campus ouverts d'innovation et de transformation. On a des élèves qui sont les vecteurs, nos enseignants-chercheurs ils sont aussi. Et donc, notre mission, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans le développement économique. Bien sûr, on travaille avec les grandes entreprises, notamment en recherche, mais aussi on travaille de plus en plus pour accompagner les ETI, entreprises intermédiaires, les PME, dans leur transformation. Et ça, c'est un point important parce que si on veut que globalement le pays se développe au sein de l'Europe, si on veut qu'il se développe, il faut effectivement non pas qu'il y ait des champions et puis à côté le désert, il faut que l'ensemble puisse prendre en charge cette transformation. Et dernière réflexion, on est en train de retravailler, comme on le fait régulièrement, sur notre stratégie et on voit qu'il faut que l'on s'ouvre à tout un autre secteur. Donc, on travaille avec les entreprises de toute taille, on travaille avec les collectivités. Il faut aussi qu'on s'ouvre à tout ce tissu d'action associatif de différentes natures, parce que cette transformation sur laquelle nous sommes obligés, au bon sens du terme, de travailler, sinon on peut avoir des avatars d'évolution de société qui ne soient pas très intéressants, eh bien, il faut y mettre toute cette quatrième force-là, qui est entre les collectivités, les entreprises, le monde de l'enseignement supérieur, et je mets le monde de l'enseignement parce que ce qu'a dit Hakim est hyper intéressant comme activité, et on en aurait besoin nous aussi, peut-être qu'on se contactera pour travailler, et bien qu'on mette aussi tout ce tissu d'associations, d'initiatives qui est prise et qui peut nous permettre d'envisager l'avenir, avec évidemment en intégrant dans le modèle économique et sociétaux, cette quatrième composante, mais ça je pense que Charles Benoît est très au courant. Merci beaucoup. Un très grand merci à vous, Francis, d'avoir exposé autant d'enjeux de façon très claire et concise et d'avoir finalement parfaitement ouvert la transition de ce qui va devenir un débat prospectif avec vous cinq, en intégrant bien sûr le Rameau pour la recherche empirique, pour finalement vous faire dialoguer. Chacun d'entre vous a exposé sa vision par rapport à un format, une structure des enjeux, une vision particulière des enjeux, mais comment finalement arriver à passer des actions de chacun à une interaction au service d'une transformation plus large, comment le numérique peut contribuer à une transformation plus large par rapport à cet agenda 2030. Charles Benoît, peut-être voulez-vous nous repréciser le cadre d'ailleurs de ce nouveau débat prospectif que l'on lance aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, l'enjeu majeur, et on le voit bien, c'est comment on passe de l'action de chacun, dont on voit bien qu'elle est absolument indispensable, à une interaction entre tous, à la fois pour créer plus de valeur et plus de frugalité, puisque nous savons bien que c'est ce double défi de créer à la fois plus de valeur et plus de frugalité, en ayant pour objectif commun à la fois de réduire les fragilités et d'inventer les nouveaux moteurs de développement économique durable de demain. Peut-être qu'à l'écoute des uns et des autres, et pour lancer le débat sur ces interactions, 3 points qui font le lien commun entre tout ce qu'on s'est dit. D'abord, et je rebondis sur ce que vient de dire Francis, que je remercie d'avoir souligné ce point, n'oublions pas que 96% de nos entreprises françaises ont moins de 20 salariés. Donc, on n'est pas en train de parler simplement de quelques acteurs très matures ou très gros. On est en train de passer finalement d'une question de la diversité de nos profils. Or, vous savez que la France a une spécificité, c'est qu'elle est réellement
bipolaire, avec d'un côté des très grandes organisations, que ce soit au niveau des entreprises, des associations, des métropoles, et de l'autre côté qui fait tout autant sa richesse des micro-organisations telles que dans les entreprises, dans les associations et dans les collectivités. Rappelons que nous avons en France la moitié des collectivités territoriales de l'ensemble de l'Europe. Et c'est une richesse. Et rappelons que nous avons 1 500 000 associations, 5 millions d'entreprises, dont seulement 500 000 sont employeuses. Et quelque part, cette question de comment on touche tout le monde et pas simplement les quelques-uns les plus gros et surtout les plus pionniers, c'est un véritable enjeu. Or, c'est sans doute un enjeu d'autant plus fort que culturellement en France, si nous avons cette logique réellement bipolaire et qui fait notre force avec des éléphants et des souris, et c'est ça qui constitue la France, on se pense toujours comme un éléphant. Si je dis entreprise, tout le monde pense CAC 40, alors qu'encore une fois, nous avons 5 millions d'entreprises en France, dont seulement 500 grandes entreprises et seulement 4 800 ETI, ce qui fait la grosse différence, par exemple, avec l'Allemagne, qui a plus de 15 000 ETI. Lorsque on pense territoire, on va penser à nos 22 grandes métropoles, alors que 74% de nos territoires sont des territoires ruraux et que bien évidemment, plus d'un tiers des habitants français habitent dans ces territoires ruraux. Donc on voit bien que notre difficulté en France, c'est qu'on voudrait avoir une vision unitaire des acteurs, alors qu'en fait, c'est une vision multiple d'acteurs. Et donc, au-delà des pionniers, comment peut-on diffuser, partager, rendre lisible, accompagner, si je reprends chacune de vos missions à chacun d'entre vous, finalement, cette logique-là, pour moi, c'est un premier défi. Il y a un deuxième défi dans ce que nous nous sommes dit, c'est de ne pas confondre deux choses que l'on confond très fortement en France, qui est co-construction et co-gestion. La co-gestion, c'est la question du décider ensemble. La co-construction, c'est de la question d'agir ensemble. Or, dans une co-gestion, il vaut mieux avoir des valeurs communes, partagées. Parce que pour faire adhérer à un même projet, c'est plus facile quand même pour gérer quelque chose, d'avoir une unité de pensée et de valeurs. Mais on n'en a pas du tout besoin pour co-construire. Et heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ça voudrait dire, quand je suis sur un territoire, que je vais choisir celui avec lequel je vais co-construire. Or, ça, ce n'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est avec tous et pour tous. Donc, bien évidemment, je peux, pour mon propre projet, choisir d'avoir, finalement, les acteurs avec lesquels j'ai choisi de co-gérer les actions. Mais pour l'ODD 17, et là, je réappelle notre ambassadeur bien-aimé Élix, dont, au passage, je remercie son papa Yacine de nous avoir autorisé à l'utiliser tout au long de ce webinaire. Je réinterroge notre capacité à dépasser notre volonté de co-gérer, de décider ensemble, pour nous affecter d'abord dans l'ODD 17 à co-construire, c'est-à-dire agir ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Et peut-être surtout parce qu'on n'est pas d'accord. Et là, je me retourne bien évidemment vers Hakim. Bien sûr que l'enjeu d'une pensée critique est absolument indispensable et il faut que nous retrouvions l'art de la dispute des philosophes. Il faut que nous retrouvions la valeur profonde et majeure du paritarisme tel qu'il était à l'issue de la guerre. C'est-à-dire de ne pas vouloir que le MEDEF et la CGT soient d'accord, mais de ne pas tomber dans des postures pour pouvoir justement construire ensemble des solutions. Et c'est d'ailleurs en cela que le paritarisme est un excellent exercice de co-gestion, pas forcément toujours de co-construction. Et donc, quelque part, je nous invite réellement à faire la différence entre les deux, parce que c'est bien cette question-là qui est devant nous. Si nous ne savons pas travailler avec des acteurs différents, eh bien évidemment, nous n'allons pas pouvoir inventer des solutions, tout acteur, tout domaine, tout territoire. Et avant de vouloir co-gérer, qui est une dimension politique, nous devons savoir co-construire, qui est une dimension entrepreneuriale.
Et cette dimension entrepreneuriale, elle concerne chacun et chacune d'entre nous, à la fois au niveau des personnes, des organisations et des systèmes politiques. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément déterminant parce qu'on peut poser des questions éthiques, de réflexion sur la cogestion, mais nous n'avons pas le choix, il nous faut co-construire et agir ensemble. Et nous ne pouvons pas exclure dans nos pensées et dans nos actions surtout, qui que ce soit. Et là, je me tourne particulièrement vers nos amis de la Croix-Rouge française, dont je remercie encore au travers Pauline le fait que depuis plus de 10 ans, nous travaillons ensemble sur cette question des spécificités des modèles socio-économiques des acteurs d'intérêt général pour toujours nous remettre au cœur qu'il n'y aura pas de co-construction si nous ne pensons pas d'abord aux plus fragiles d'entre nous, en n'oubliant jamais que le plus fragile d'entre nous, c'est déjà nous-mêmes. Parce que dans nos vies, nous sommes fragiles. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il ne sera jamais fragile. Et c'est peut-être ça qui fait l'humanité dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Donc, avant de vouloir parler de la co-construction, de la cogestion, parlons de la co-construction. Comment on agit ensemble, comment on fait une R&D sociétale ensemble, comment on se met autour d'une table grâce à nos différences, malgré nos différences, pour justement réfléchir à ces interactions et pas simplement à une glorification des actions de chacun. Et le dernier point sur lequel j'insiste, c'est qu'un modèle socio-économique, c'est 3 piliers. Certes, on pense tous au financement, mais objectivement, de l'argent, on en a. Je ne voudrais pas paraphraser une personnalité bien connue, française, qui a dit que nous avions un pognon de dingue. Mais je voudrais surtout redire que la question d'un modèle socio-économique, ce n'était pas d'abord l'argent. C'est d'abord les compétences rares dont nous avons besoin et la diversité de ces compétences pour construire. Et ensuite, la capacité à faire alliance stratégique pour justement faire en sorte que nous puissions nous passer le relais entre les acteurs autour d'une table. Et ce n'est pas un hasard si autour de cette table, vous avez un acteur économique, une structure d'intérêt général pour l'inclusion pour tous, une fondation qui travaille sur l'enseignement et l'éducation, un acteur académique et un bien modeste chercheur empirique autour de la table. C'est parce que c'est cette différence-là qui nous permet de le faire. Et quand nous avons mobilisé nos travaux sur les modèles socio-économiques, ce n'est pas un hasard. J'ai vu que l'un d'entre vous avait voulu, et je ne citerai pas qui, et je comprends, avait voulu faire sortir le financement en le mettant en dernier. Mais nous l'avons mis volontairement au milieu pour que les finances soient encadrées d'une part par les femmes et les hommes qui créent la valeur et d'autre part par les alliances stratégiques qui permettent de la démultiplier, de créer plus de valeur commune et de pouvoir être plus frugal. Voilà ce qui, pour moi, peut permettre un véritable ODD 17 en pratique si nous acceptons de faire le pas de côté, de nous décentrer et de nous concentrer plus sur la co-construction que sur la cogestion. La cogestion, une fois que nous aurons inventé les solutions, nous pourrons la poser sur la table. Francis souhaitait intervenir. En complément de ce que dit Charles Benoît, qui est toujours très riche, moi je voudrais ajouter quand même un point. Je crois qu'on est les champions des mesures structurelles et des mesures tout court, d'accord. Quand on a quelqu'un qui intervient, un politique, quel soit-il, un représentant du gouvernement, il annonce des mesures. Et il y aura 100 millions pour ci, il y aura 1 milliard pour ça, il y aura ci, etc. Et on voit bien que ces mesures, qui sont des mesures structurelles, en disant potentiellement vous avez de l'argent pour faire des choses, mais on ne s'intéresse pas aux fonctionnels. On voit bien, par exemple, sur tout ce qu'il a. J'ai Gilles Béraud, que certains reconnaissent, travaille sur la précarité énergétique en ce moment. Et effectivement, on voit bien qu'on a 90% des choses qui sont finançables, il y a déjà des mesures. Et il n'y a pas de travail de coordination nécessaire pour que ce soit mis en place, et les 10% qui manquent peuvent être un obstacle définitif. Donc, je veux dire par là que si on ne réfléchit pas à ces articulations de tout ça, bien on peut annoncer imperturbablement des milliards, et parce que notre processus de décision, il faut le dire, est assez centralisé, assez loin du terrain. Je dis ça, je travaille dans un ministère, mais tout le monde le sait, quelque part.
Donc, si on ne travaille pas à cela, je pense que l'on peut s'épuiser à annoncer des milliards qui n'arriveront pas. Parce que, non pas qu'on ne veuille pas y donner, mais ils ne peuvent pas arriver. Bon, la deuxième chose, c'est que, donc, quand tu dis qu'il y a de l'argent, oui, oui et non. Parce que par ailleurs, tous les gens que je connais autour cherchent tous à faire des économies. Donc, une grosse partie. Parce que quelque part, on donne beaucoup d'argent, mais derrière, eh bien, parce qu'il y a des contraintes qu'on peut comprendre, hein, etc. Mais dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées, dans les entreprises, on cherche tous à faire des économies. Oui, mais parce qu'on est auto-centré au lieu de réfléchir en interaction. Et du coup, ça dépense une de nos énergies, et on y dépense beaucoup, beaucoup d'énergie, et ça empêche d'imaginer le futur. Absolument. Je partage totalement ce que tu dis. Et le troisième point, je pense il y a un problème de confiance dans nos fonctionnements. Alors, bien sûr, de temps en temps, la confiance est déçue. Mais si on faisait confiance, au lieu de contrôler, réguler, etc., on y passe beaucoup d'énergie humaine. Si on faisait confiance, eh bien, je pense qu'on pourrait plus facilement faire émerger et construire. Voilà ce que je voulais dire en complément de ce qu'a dit Charles Benoît. 400% d'accord. Merci beaucoup, Francis. Caroline, peux-tu activer ton micro? Avec le micro, c'est mieux, Caroline. C'est mieux, oui. Pardon. Oui, moi, en fait, je voudrais ajouter une chose, c'est que finalement, le numérique transforme tous les jeux d'acteurs et finalement, les jeux de pouvoir, les places des acteurs les uns par rapport aux autres. Sachant que jusqu'à présent, enfin, on a beaucoup parlé de coopération, mais je veux dire, quand même, une des valeurs, entre guillemets, dominantes, c'est celle de la compétition. Et donc, il y a une question vraiment culturelle. C'est bien pour ça que nous, en tout cas, dans notre activité, on dit que la coopération par les données, elle se décrète pas. Il suffit pas de se mettre autour d'une table en disant, ça y est, on va coopérer. Non, il faut accompagner cette démarche-là parce qu'elle est pas naturelle. Et pourquoi elle est pas naturelle? C'est parce que, justement parce que le numérique, c'est une très grande transformation et avec des conséquences très importantes, on confond maîtriser et faire tout seul. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'on a un travail pédagogique d'explication à faire en disant qu'il y a plus à gagner dans la coopération parce que dans un monde qui perd, tout le monde perd. Et de toute façon, pour que le monde gagne, il faut qu'on coopère. Donc ça, c'était le premier point que je voulais ajouter. Le deuxième, Charles Benoît, c'est co-construction, co-gestion. En tout cas, nous, dans les communs de données, la co-construction va de pair avec la co-gouvernance. Alors, je ne sais pas si co-gestion égale à co-gouvernance, mais on est dans un processus dynamique. On redéfinit la valeur, on élargit la valeur, on doit partager la valeur. Donc, tout ça, ça veut dire qu'au quotidien, les acteurs doivent travailler ensemble au travers de règles qui se sont fixées. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et ça, je pense… Juste, Caroline, je suis tout à fait d'accord, mais tu vois bien que il en va d'un commun de données comme des fondations territoriales ou des PTC. Oui. C'est le bout d'un chemin, c'est pas le début. On est d'accord. La question de la confiance, c'était quelle est la première marche? Et avant qu'on soit capable de co-gérer, parce que tu le vois bien avec nous, quand on accepte en 2017, quand tu viens nous voir et qu'on accepte de créer une association de préfiguration pour te donner les moyens, on prend un risque majeur. Et quelque part, c'est bien parce qu'on est dans la confiance qu'on peut prendre ce risque-là. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans cette confiance-là, qui n'ont pas encore créé cette confiance-là, il faut une marche d'avant. Et c'est là où je dis, ne poussons pas tout le monde dans la cogestion aujourd'hui. Le paritarisme a montré ses forces et je suis, si on travaille avec les groupes de protection sociale comme Malakoff Humaniste ou AGD dans le mondial, c'est parce qu'on croit beaucoup à ces éléments-là, mais tout le monde n'est pas en capacité d'être à ces niveaux-là et donc il faut prévoir la marche d'avant si on veut bien parler de tout le monde. Et c'est ça pour moi la question, c'est que les pionniers sont le plus en avant et ils sont capables d'avoir co-gestion et co-construction. Si on veut tout le monde avec nous, il ne faut pas passer par la marche de co-construction avant la co-gestion, parce que sinon, les gens ne monteront pas dans le bain. Oui. Parce que exactement comme tu viens de le dire, c'est aussi une question de pouvoir. Et avant d'accepter de partager le pouvoir, il va se passer un tout petit peu d'eau sous les ponts. Tout à fait d'accord. Et nous, c'est bien comme ça qu'on approche la question du partage des données,
Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, des acteurs qui veulent partager les données, finalement, ils disent on va se mettre autour de la table, on va regarder ce dont on dispose et quels sont les outils qu'on peut développer ensemble. Il y a une approche par l'outil, finalement, alors qu'en fait, la première étape, c'est bien de se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et à la limite, c'est ensuite, après, les outils et les moyens, ça suit. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. La première marche, c'est quelle est l'ambition, et je dirais même que il va falloir aussi, maintenant qu'on a installé la notion de mission d'entreprise, qu'on arrive à passer à l'idée d'une mission d'un collectif. Et ça, c'est encore une nouvelle marche à passer. Et c'est à partir de là qu'effectivement, on peut envisager une co-gouvernance avec des règles communes. Mais c'est pour ça, et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je le partage à 400%, c'est pour ça que dans la mission ministérielle, et je me souviens quand on a lancé la mission ministérielle, on m'avait dit, et du côté du gouvernement et du Parlement, il y a une seule chose sur laquelle on n'ira pas, c'est une nouvelle proposition de loi. Et pourquoi est-ce qu'au bout de 6 mois où on a travaillé à la fois avec une centaine de réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, on est arrivé à cette proposition de loi? Parce que tout le monde a compris qu'il fallait définir ce que pouvaient être ces missions collectives. Et c'est pour ça que la définition, dans la proposition de loi, ça commence par une définition de ce qu'est une alliance d'intérêt général. Le deuxième élément, c'est comment on laisse chacun, on sécurise chacun dans l'état dans lequel il est, le temps de l'expérimentation. Parce qu'effectivement, la confiance, elle se donne, mais elle doit se consolider, se construire. Pour que ce soit la fin, on se pose la question du partage de cette valeur. Et vous voyez, et vous verrez, si vous relisez la proposition de loi, qu'on décrit pourquoi est-ce qu'il faut sécuriser les collectivités territoriales, les associations d'intérêt général, les entreprises, les acteurs académiques, chacun dans ce qu'il est, pour que justement, ça soit à la fin qu'on décide comment on partage la valeur et pas au début, parce qu'on ne sait pas le faire. Et le troisième élément qui est complètement déterminant et qui corrobore vraiment tout ce qu'on vient de se dire, notre troisième article de la proposition de loi, c'est de changer le code de l'éducation, en tous les cas d'y inclure deux notions qui ne sont pas, qui sont la coopération et l'intérêt général. C'est quand même dingue. On a un code de l'éducation en France qui n'intègre ni les dimensions de coopération, ni les dimensions d'intérêt général. Cherchez l'erreur. Et c'est pour ça que quelque part, quand tu dis effectivement, il ne faut pas le prendre par l'outil, il faut bien le prendre par l'enjeu. Mais avant qu'on soit capable de déployer à grande échelle, il faut expérimenter sur le terrain. Donnons-nous le temps d'expérimenter. Et ce n'est pas moi qui le dis, y compris juridiquement parlant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État dans ses rapports de 2016-2019 en disant que la qualité du droit en France se dégrade parce qu'on n'expérimente pas assez avant de légiférer. Eh bien, pensons à ça et construisons ces collectifs qui commencent par expérimenter et qui permettent après de pouvoir dire qu'est-ce qu'on en fait, sous quel statut on a envie de le finir, etc. On force les acteurs aujourd'hui à choisir le statut avant de savoir les résultats. C'est quand même dingue. On force Fleming à savoir quelle est l'usine de production de la pénicilline il faut faire alors qu'il ne l'a pas encore inventée. On est quand même un peu dingue en France. Et donc, cette question-là, elle est majeure. Et c'est pour ça que pour moi, ça touche deux acteurs qui ne m'ont pas encore parlé et que j'aimerais bien entendre. C'est d'une part la question de l'enseignement, de l'éducation, comment on aide nos professeurs, comment on aide l'éducation nationale dans cet élément déterminant de ces nouvelles formes finalement de penser et d'agir ensemble dans cette logique-là. Et puis, le temps que cette infusion d'une nouvelle culture passe, parce que là, on est sur le temps long, eh bien, comment la Croix-Rouge française, je rappelle que ce n'est pas une association, je rappelle que c'est un auxiliaire des pouvoirs publics. Quand un pays signe la Convention de Genève, il s'oblige à avoir un auxiliaire qui le challenge dans qui il est. C'est ce que fait la Croix-Rouge française depuis 150 ans, et c'est en ça qu'elle est unique au monde. Donc, quelque part, elle gère aujourd'hui et maintenant à la fois les questions des plus fragiles d'entre nous et les réflexions sur le développement. Donc, Hakim et Pauline, si vous, Hakim pour le futur, quelque part, comment on met les graines aujourd'hui, comment on aide à prendre conscience de ça, comment on change la culture de passer de la compétition à la coopération, voire la coopétition, parce que parfois la compétition est bonne, hein, on n'est pas naïf. Et Pauline, comment concrètement aujourd'hui on fait pour les plus fragiles d'entre nous, parce que tant qu'on ne s'occupera pas des plus fragiles d'entre nous, nous ne serons pas fidèles à l'image de la France, qui doit commencer par ça. Depuis 1500 ans, c'est la mission qu'elle s'est confiée, et absolument incontestable qu'on sorte de la vision moyenne pour commencer par les plus fragiles, parce que je rappelle que la force d'une chaîne, puisqu'on parle de chaîne, c'est le plus fragile de la chaîne qui détermine sa force. Donc il n'y aura pas de DD17 en France.
il n'y aura pas de capacité à coopérer tant que nous n'aurons pas mis les plus fragiles d'entre nous au centre et non pas nos petits nombrils au centre, comme nous savons si bien faire en tant que Français. Alors, petite précision utile, je joue mon rôle de gardien du temps. Hakim et Pauline, je vais vous inviter à intervenir avec concision pour nous permettre d'inviter et d'annoncer la suite de notre programme. Hakim, peut-être, pour rebondir sur les propos tenus. Oui, bah écoutez, merci pour tout. Moi, je reviendrai sur la notion d'enseignement. Je crois que l'enseignement a besoin d'autonomie et il a besoin aussi d'accompagnement. Alors, les deux mots peuvent paraître un peu contradictoires, mais autonomie parce qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'éducation nationale ordinaire, quand on est enseignant en Haute-Saône, on a quand même l'impression qu'on maîtrise pas grand-chose et qu'on doit avoir, qu'on a un certain nombre de règles et que finalement on est devenu presque, si je pousse un peu la caricature, une machine à appliquer les règles et à tenir un certain calendrier qui nous échappe d'une certaine manière et qu'on n'a pas du tout décidé. Ce qui pousse justement à l'intérieur des classes, parfois aussi à oublier ou à exclure justement les plus fragiles, parce qu'ils ne rentrent pas dans cette dynamique-là et dans cette célérité. Et puis accompagnement, parce que si je reprends toujours le cas de ces enseignants, ils vivent des situations particulières, des situations parfois difficiles, et ils ont des choses à dire. Et je pense que ce qui peut manquer aussi énormément, comme compétence fondamentale, vraiment pour travailler ensemble et interagir, c'est développer la capacité d'écoute. Mais une écoute réelle, attentive, authentique, sincère, sur l'expression des besoins des uns et des autres. On manque de ça, on manque de capacité d'écoute. On manque aussi, je crois, de cadre pour laisser vivre la contradiction, mais même la cultiver. Ça peut là aussi paraître un peu contradictoire, mais c'est sain qu'on ait des espaces, des modalités où on peut justement se dire les choses, se contredire les uns et les autres, et sortir de cette contradiction avec des idées neuves pour tous. Voilà ce que j'avais à dire pour ne pas prendre trop de temps. Hakim, merci pour ça. Et vous me donnez un élément majeur. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contradictions entre nous. Il faudra que dans les prochaines sessions, on gère plus de contradictions. Donc, on ira chercher des gens qui sont peut-être voilà, parce que je partage ce sujet-là. C'est bien dans cette dispute au sens philosophique du terme qu'on peut inventer. Personne d'entre nous ne sait. Qui peut prétendre savoir? Et c'est bien, enfin, moi j'aime beaucoup cette logique de capacité d'écoute. Quand on sait qu'aujourd'hui, notre capacité d'écoute, elle s'est réduite à, je crois, scientifiquement, 1 minute 30 ou un truc comme ça de concentration, c'est quand même assez gravissime. Et je crois que l'un et l'autre, écoute et contradiction, vont de pair. C'est le yin et le yang. Et quelque part, merci pour cela. Pauline, à vous, en tant que représentante donc, de cette dame qui n'est pas vieille, qui est jeune et se renouvelle, je vous laisse le soin de poser le mot ou l'ouverture de la fin, finalement. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur plusieurs interventions avec 3 points en particulier sur le sujet de la co-construction qui nous est particulièrement cher à la Croix-Rouge. Un premier point, effectivement, sur la nécessité d'expérimenter. Je vous rejoins complètement, Charles Benoît. C'est vraiment maintenant au cœur de notre mode opératoire et de notre mode d'innovation à la Croix-Rouge française. On s'est doté depuis 2018 d'un accélérateur qui s'appelle 21, qui nous permet pendant des programmes d'accompagnement de 6 mois, de créer, d'expérimenter des nouveaux modèles en lien avec des acteurs externes, mais aussi parfois en lien avec nos propres équipes. Ce parcours d'accompagnement et de co-construction, il nous permet vraiment de prendre le temps d'aller sur le terrain, de co-construire avec les parties prenantes en mettant en place les méthodes de co-construction de design thinking, en faisant preuve évidemment d'une grande capacité d'écoute et d'empathie. Et c'est grâce notamment à ce nouvel outil que l'association aujourd'hui peut renouveler ses modes d'action, ses activités et développer des nouveaux programmes en lien avec des nouveaux acteurs, en étant toujours au plus proche des besoins des populations qu'on accompagne. Je voulais également revenir sur la notion de sensibilisation, de développement de la pensée critique par rapport à l'outil numérique. Évidemment, quand un acteur comme la Croix-Rouge française amène des personnes vulnérables dans le monde du numérique en leur donnant accès, en les faisant monter en compétences, il y a également une responsabilité qui va avec, une responsabilité qui est de les sensibiliser aux potentiels risques, aux potentiels dangers en ligne. Et c'est pour ça qu'on intègre également dans nos parcours d'accompagnement, effectivement, de la sensibilisation aux risques de surexposition aux écrans, aux risques d'effets
fake news, au risque des arnaques en ligne, etc. Donc, il y a aussi effectivement un volet très important de prise de conscience et de prise de recul par rapport à l'outil numérique pour que demain, les personnes qu'on accompagne puissent faire un usage raisonné et responsable de l'outil numérique. Et enfin, un dernier point sur la co-construction, je voulais revenir sur la notion d'accompagnement global qui est aujourd'hui absolument essentiel pour offrir des parcours qualitatifs et complets aux personnes qu'on accompagne et pour véritablement les aider à se relever et à retrouver un parcours de vie stable. Et aujourd'hui, cet accompagnement global, il peut se faire uniquement en co-construction avec les autres acteurs. La Croix-Rouge française n'a pas la solution à tout. En revanche, la Croix-Rouge française est un lieu d'accueil inconditionnel. C'est une porte qu'on peut pousser quelle que soit sa situation. Et l'objectif de la Croix-Rouge française, c'est de pouvoir, en fonction de la situation de la personne et de son besoin, l'orienter vers le bon interlocuteur, que ce soit en interne ou avec nos partenaires des territoires. Et pour ce faire, évidemment, la coalition avec l'ensemble des acteurs du territoire est absolument indispensable. Je voudrais juste dire d'abord merci et encore une fois vous remercier puisque vous êtes avec le ministère de l'Éducation nationale, la Caisse des dépôts et le Fonds des 17, l'un des partenaires de ce chemin que nous avons engagé depuis 3 ans ensemble. De dire aussi pour ceux qui voudraient découvrir plus avant l'accélérateur 21 par son modèle socio-économique que l'année dernière nous avons eu justement lors d'un des webinaires l'occasion de détailler le modèle socio-économique de cet accélérateur, particulièrement intéressant sur ces 3 fonctions richesse humaine, financement et alliance. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir la Croix-Rouge, à la fois dans sa capacité de neutralité institutionnelle et de capacité à ce que l'humain fasse un coup de gueule quand il le faut, je vous invite à lire le magnifique livre que vient de publier Jean-Christophe Combe, son directeur général, parce que vraiment, si vous voulez comprendre quelle est la spécificité de la Croix-Rouge, en quelques lignes, eh bien, vous avez toute sa philosophie de 150 ans d'action au service de la paix et des plus fragiles d'entre nous. Merci encore une fois, Pauline, de l'incarner ce soir. Un très grand merci à chacune et chacun d'entre vous et à l'ensemble des spectateurs qui nous ont suivis. Rapidement, je vous invite à nous retrouver dans un mois, le 17 février, pour un prochain webinaire consacré à la précarité énergétique, en partenariat notamment avec Stop Exclusion énergétique. Merci à tous, très bon après-midi, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.